Titanic. J'adore Titanic, j'adore son image, j'adore son histoire, j'adore ses effets spéciaux, sa mise en scène. Chaque fois qu'il repassera à la télé, je le regarderai à nouveau, c'est certain. Maintenant, j'aimerais vous parler de Titanic 2. Alors attention, Titanic 2 n'est pas à proprement parler la suite de Titanic de James Cameron avec DiCaprio et Winslet. Il s'agit d'un téléfilm de 2010 écrit et réalisé par Shane Van Dyck et distribué par la société The Asylum, une société de production dont on risque de reparler. En fait, cette société de production, The Asylum, s'est fait une spécialité des films de série B, dont le plus emblématique est à mon avis Sharknado, mais ils ont aussi fait des films tels que Titanic 2 que l'on appelle des mockbusters. Vous connaissiez les blockbusters, des films qui par rapport à leur époque ont demandé des moyens financiers et humains énormes, et bien voici les mockbusters qui s'inspirent, voire même plagient ces films, mais avec un budget beaucoup plus limité. Par contre, c'est pas de la parodie, hein. C'est mock en anglais qui signifie imitation et donc mockbuster. C'est pas genre on se moque du blockbuster, non, rien à voir. Pour en revenir au film, hormis le fait que le réalisateur soit aussi acteur principal et qui est Bruce Davison, celui qui joue le sénateur Kelly dans les X-Men, y a rien de bien intéressant, rien de bien croustillant. Il y a le bateau. Pour ce qui est de l'histoire, on n'est pas en avril 1912 mais en avril 2012 et un paquebot nommé le Titanic 2 s'apprête à faire son voyage inaugural pour relier l'Amérique à l'Angleterre. Oui, l'exact opposé de l'original. Bah alors c'est pas du plagiat! Et pour se démarquer dans tout ce copier-coller, on ajoute aux péripéties le réchauffement climatique. C'est n'importe quoi. Bon bah on va se lancer dans ce film qui débute comme vous pouvez vous y attendre avec un homme qui part faire du surf au Groenland profitant de quelques mini-tsunamis afin de pouvoir... Allez, arrête, la vidéo vient à peine de commencer et t'en fais déjà trop. Alors j'étais vraiment à deux doigts de le traiter de gros abruti d'aller faire du surf sur les bords du Groenland quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment des gens qui faisaient ça, profiter de la fonte des glaces pour surfer sur des mini-tsunamis. Donc du coup, bah je l'insulterai pas. Ils ont que ça à foutre de leur journée. Mesdames et messieurs, je crois que le ton est donné, je vous invite donc à vous installer confortablement, on passe à table. Tu frappes comme un végétarien. Le fameux surfeur du Groenland se fait surprendre par une chute de glace un peu trop grosse et meurt noyé. Sans transition, direction un immense building qui sert uniquement aux gardes-côtes, un vieux briscard nommé James Mayne apprend ce qu'il s'est passé au Groenland et il doit partir surveiller ce fameux glacier. Ce vieux briscard, il a une fille, et cette fille, elle est dans l'équipage d'un bateau nommé le Titanic 2. Elle est d'ailleurs introduite très élégamment dans ce film par un gros plan sur le cul de sa collègue. Oh, faites gaffe, merde! Il y en a qui vont se gratter s'ils se noient pour que je leur fasse les premiers secours. Et si cette blonde-là est l'équivalent de Kate Winslet, arrive alors l'équivalent de DiCaprio. Vous vous rappelez, ce petit gamin sans un sou qui ne peut s'offrir des billets pour le bateau qu'en gagnant au poker dans un bar miteux. Money, 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 I'm rolling in the money, 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 I get that fast money in a... Ben DiCaprio maintenant, il arrive sur le Titanic dans un hélicoptère en 3D super mal foutu. Un Titanic qu'il a lui-même conçu, donc il est bien riche et il a tout un tas de petites putes à ses bras. C'est une rockstar et il ressemble à Mickey Rourke version post-chirurgicale. Pour les amateurs d'écriture, prenez le temps de savourer les quelques premières paroles d'une des bimbos. C'est trop... style. Ah, je suis une femme alors je suis complètement conne. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Oh Charles, c'est trop style. Et puis merde, c'est quoi ces difficultés d'expression là? C'est trop... style. Bref, Amy, la fille du vieux briscard, était autrefois en couple avec Mickey DiCaprio. Et quand ils se croisent, elle, lui, sa chemise mal taillée et ses 4 bimbos, eh ben c'est le gros malaise, les sentiments remontent à la surface. Pas comme les bateaux. Énorme, mon frère. Vint alors le moment de l'inauguration où DiCaprio, devant un public, s'exprime un échantillon d'urine à la main. Oui, parce que dans le monde où je vis, il y a des bulles dans le champagne. D'ailleurs, tout le monde a ramené son échantillon d'urine, c'est trop chic. Écoutez, je vais partir sur l'assiette de crudité et en accompagnement, j'aimerais votre meilleur golden shower. Voilà, merci.
Et c'est enfin l'heure du grand départ, les gens se font coucou, on retire les attaches, des avions de l'armée en 3D dégueulasses passent à 100 mètres du sol pour lâcher de gigantesques traces de fumée qui disparaissent subitement au plan suivant. C'est vraiment la fête. Je vous laisse admirer encore une fois cette sublime 3D avec le paquebot qui part à l'horizon. De toute façon, tout ce qui est à base de 3D dans ce film est nul à chier. Comme là, par exemple, avec ce sublime plan d'introduction pour une scène de retrouvailles entre les deux ex, DiCaprio et Amy. De son côté, le vieux garde-côte a eu le temps d'arriver au Groenland dans son hélicoptère, toujours aussi beau, et il est accueilli sur un fond vert mal foutu par une élégante et non moins incompétente scientifique afin de lui montrer à quel point le glacier sur lequel il se trouve est dangereux. Et il est tellement dangereux, et tellement fragile, qu'il suffit que le petit scientifique fasse tomber son thermos de neige pour que la glace se fissure de part en part. La scientifique est tellement affolée qu'elle a les mains dans les poches, et c'est le début d'une scène d'anthologie. Et finalement, un morceau de glace de la taille d'un État tombe dans l'eau. Oh! Cette transition était plutôt bonne. Ça a le mérite d'être souligné. Après avoir appris que le tsunami allait être tellement gros qu'il traverserait tout l'Atlantique en embarquant une flopée d'icebergs, on est de retour sur le bateau avec DiCaprio et il a encore ses bimbos collés à lui. Bordel, mais respectez-vous les filles aussi. Allez, passons. Alerté de la tempête qui s'approche, l'équipage du bateau demande à tout le monde de descendre au pont inférieur par mesure de sécurité. Pendant le même temps, dans l'hélicoptère, le capitaine essaye de joindre sa fille mais tombe sur le répondeur. Et il lui dit qu'à cause des icebergs charriés par le tsunami, il faut absolument que les gens restent en haut et pas sur les ponts inférieurs. Surtout pas. Oh les cons. Vraiment les cons. Sur le bateau, c'est le bordel. Un moteur vient de péter parce qu'ils ont pas bien rodé le machin, les passagers sont en panique, une femme de l'équipage essaye de les rassurer, mais elle est pas bien aidée par le capitaine. Ici le capitaine qui vous parle. Tous les passagers doivent se munir de leur gilet de sauvetage. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. Niveau gestion des émotions, on a connu mieux. Écoutez, docteur, ça fait quelque temps que j'ai des angoisses. Je crois bien que je suis hypochondriaque. Faites voir votre main. Ma main? Ok. Vous allez bientôt mourir. Quoi? Quoi? Ah non, non! J'étouffe, docteur. Bon, bah je crois qu'on s'est tout dit. Ah si, je prends pas l'échec. Évidemment, après cette déclaration du capitaine, c'est la panique et plus personne ne sait marcher. Sérieusement, sur chaque plan ou presque, on a quelqu'un qui tombe par terre. Oh les Américains, au lieu de rester le cul vissé sur votre canapé à bouffer des hamburgers et des chips, vous feriez mieux. Je disais, vous feriez mieux de faire du sport, vous tiendriez mieux sur vos jambes. Bon, donc le bateau s'est fait défoncer à coups d'iceberg et de tsunami, autant dire qu'il va pas très bien. Et oh surprise, on apprend qu'il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Le bateau a été en fait conçu à l'arrache. L'histoire se répète. L'histoire va se répéter grâce à vous. Oui, c'est ce que je dis. Enfin... Si vous aimez les tsunamis, souriez! On apprend que le premier, c'était rien à côté de celui qui se prépare, puisqu'il y a eu une chute de glace bien plus importante. Sur le bateau, par contre, c'est toujours la panique, mais on en voit quand même les canaux
de sauvetage. Zen. Puis, par hasard, DiCaprio retrouve Amy et il décide de foncer retrouver une de leurs collègues restée à l'infirmerie. Ils doivent se dépêcher et ils courent donc, traversant les immenses couloirs avec des murs en béton armé. En béton armé, dans un bateau, ma foi. Ils tombent finalement sur la copine d'Amy qui est immobilisée par un objet lourd non identifié. Et alors là, attention, instant MacGyver. Grouille-toi! Ta carte de crédit! Donne-moi ta carte! Écoute, Va vite! respire. On était donc dans une infirmerie bourrée de matériel médical. Et le meilleur moyen de lui couvrir sa plaie, c'était une carte bancaire. Après cette séquence qui ferait honte à MacGyver, ils s'en vont et l'évacuation par canot de sauvetage continue pendant Mais que... ne mettez personne dans les canaux! Vos canaux sont de véritables pièges! Oh les cons. Bon, donc autant dire que tous ceux qui sont montés dans les canaux, on peut faire une croix dessus. De leur côté, les trois mousquetaires partent à la recherche de bonbonnes d'oxygène et se retrouvent face à un obstacle de taille. Une porte. Que Dieu les protège. Ils utilisent alors une hache qu'ils ont trouvée un peu plus tôt dans un ascenseur pour faire levier et entrouvrir la porte. Malheureusement, les seins d'Amy l'empêchent de passer entièrement. DiCaprio est à bout de force. Sa copine la pousse, tombe et se fait écraser par la porte. Une fin de vie difficile pour cette femme. Écrasée par une porte, une carte bleue en guise de pansement. Elle est mieux là où elle est. Cela dit, ça n'empêche pas Leonardo, qui fait à peu près 2 fois le gabarit des deux nanas, de passer tranquillement cette foutue porte. Et à peine passé la porte, nouvel obstacle, une flaque d'eau, un câble électrique, et c'est tout. Non mais sérieusement, les scénaristes, vous bâclez méchamment là. Vous imaginez un tel niveau de médiocrité dans d'autres métiers? Monsieur a-t-il fait son choix? Oui, tout à fait, pour moi ce sera la papillote de dorade, s'il vous plaît. Bon appétit, monsieur. Comme vous pouviez vous en douter, il y a un tuyau au-dessus du couloir. DiCaprio l'emprunte, traverse tranquillement, et c'est au tour de la nana, dialogue des plus banals. Mais je peux pas le faire! Mais si, tu peux! Bon, d'accord. Cette scène est affreuse. Il y a aucun suspense. Ils sont là à éviter de marcher dans une flaque d'eau et c'est absolument pas prenant. C'est aussi stressant qu'un épisode de Fort Boyard. Au final, il passe et après l'épreuve de la porte et l'épreuve du tuyau, vint l'épreuve de la porte à nouveau. Oui, parce qu'ils ont attendu un petit vieux coincé, alors ils essayent de le sauver, mais ouvrir une porte semblait déjà un exploit pour eux. Alors 2. Et donc le petit vieux meurt asphyxié dans une scène de 2 minutes sans aucun suspense. On sait pas qui c'est ce petit vieux et franchement on s'en fout un peu. Alors meublé, ok, mais là ça sert à rien. Ouais, non, tu vois, c'est pour mettre en avant l'horreur du naufrage, tu vois, toute la souffrance que ça engendre, tu vois. Non, c'est de la merde et puis c'est tout. Tu voulais juste que ton film fasse 1h30. Waouh, 1h10 c'est trop court, tu vois. Du coup, ils repartent à la recherche de leur bonbonne et là, malheur, il n'y en a plus qu'une. En bon gentleman, DiCaprio laisse Amy enfiler la tenue de plongée et c'est alors que l'eau commence à s'infiltrer dans la pièce où il se trouve. On file dans le placard! C'est quoi cette idée de con? Merde. Cette bombe est équipée d'une microtechnologie qui me dépasse. Je crois pas que je pourrais faire quoi que ce soit. 10 secondes. J'ai peut-être une idée. Dépêche-toi. 7 secondes. Si jamais 6 secondes, on ne pouvait pas 5 secondes, par quelque moyen que ce soit, 4 secondes, désamorcer cette bombe, 3, on pourrait certainement 2, se cacher dans le placard. Hein? Quoi? Qu'on se le dise, s'enfermer dans le placard parce que l'eau monte, c'est une idée des plus stupides. Et pourtant... c'est trop pas-style.
prévu, on fait une croix sur toutes les personnes dans les canaux de sauvetage et le Titanic se retourne. Nos deux tourtereaux se retrouvent alors coincés dans leur putain de placard. Et du coup, ils ont froid. Claire, on respire une fois sur deux. Mauvaise idée. Pourquoi? Ils ont froid pendant 3-4 minutes, et 3-4 minutes comme ça, c'est long. DiCaprio fait genre un sacrifice, mais là encore, on n'y croit pas. En gros, son plan, c'est « Prends tout l'oxygène, Amy, moi je me noie, et puis au mieux, on me sauve la vie plus tard. » Ah ouais, ok, t'es un génie, mon pote. À côté de ça, l'hélicoptère arrive enfin au niveau du Titanic. Madame, vous devez sauter. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y maintenant. Je me débrouille. Allez. Oui. Sans commentaire. Et à partir de là, rien d'intéressant. Le père d'Amy plonge dans le bateau, trouve DiCaprio et sa fille, les ramènent à la surface. Amy tente de sauver DiCaprio, mais rien à faire. Il est mort. Et c'est fini. C'est vraiment fini. La fin est mauvaise, oui. Et encore, vous avez vu qu'une esquisse de ce que ce film a de mauvais. C'est vrai parce qu'on l'a survolé, vous avez pas vu par exemple à quel point les scènes à la Fort Boyard sont longues. Vous n'avez pas saisi à quel point l'interprétation était pauvre, comme les dialogues sont pauvres, comme Shane Van Dyke se prend vraiment pour Leonardo DiCaprio. Vous ne vous taperez certainement pas d'énormes barres en regardant ce film, mais regardez-le et vous relativiserez sur pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'ils ont un budget extrêmement faible et qu'ils ont certainement voulu faire un film qui était trop gros pour eux. Mais Shane Van Dyke, aussi arrogant et égocentrique soit-il, ça reste un mec qui veut faire des films. Et tous les acteurs de ce film font très certainement ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. Évidemment, on peut pas enlever la médiocrité qui se dégage de ce film, elle est indéniable, mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment des films comme ça peuvent-ils encore sortir aujourd'hui, en 2015 ? Vous avez déjà regardé les téléfilms l'après-midi ? C'est tout aussi détestable, et pourtant on continue d'en produire. Et pourquoi on continue d'en produire ? Parce qu'on continue d'en consommer, s'il y a demande, il y a production. Alors certes, on parle d'un film qui a pas eu un gros impact, on est d'accord, mais ce genre de choses se ressent également sur des niveaux un petit peu plus élevés. Vous ne me ferez pas croire un seul instant que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est-ce que le cinéma français peut produire de mieux. Et de la même façon, vous ne me ferez pas croire que Jurassic World est autre chose qu'un produit dérivé de Jurassic Park. D'autant plus que Steven Spielberg en est le producteur et qu'il est loin d'être idiot. T'exagères, franchement, ils étaient pas mal. Pas mal ? On est censé attendre de nos films de l'année qu'ils soient pas mal. Il serait peut-être temps d'être un petit peu plus critique vis-à-vis de ce que tous les producteurs nous vendent, et ce, dans tous les corps artistiques. La musique, le ciné, la télé, la littérature. Combien de bouquins à la 50 nuances degrés quand le livre a eu son succès ? Je dis pas que ces œuvres-là n'ont pas leur place, au contraire, toutes les œuvres ont leur place, mais que par conséquent, les gros producteurs ne prendront jamais le risque de faire dans la nouveauté. Or, on en aurait bien besoin. Après, je veux pas vous dire quoi faire, vous êtes grands. Mais nous sommes les consommateurs et nous dictons le marché. T'es tendu ? Oui. Et ça va mieux ? Oui.